bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité critique, chroniqueur littéraire, sportif ou encore politique, animateur de radio et de télévision français, écrivain notamment avec une vingtaine d'ouvrages publiés. Après La faute à Rousseau, Éric Nolot sort La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. L'occasion d'en parler longuement dans cette émission, un échange suivi de mon coup de cœur bien sûr à 16h05, Rémi Guirao. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités et en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Éric Nolot. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vous le disais en off, on vous aime beaucoup à Radio J. Vous êtes pour la 3e fois sur cette antenne, je crois, en 2 semaines. Très bien. Et je suis ravie de vous avoir et de vous découvrir. Peut-être me domicilier dans votre radio. C'est un coin que j'aime bien. Le parc Monceau n'est pas loin. Ou peut-être Très vous agréable. embaucher. Voilà, ce serait peut-être franchement, une opportunité. j'ai un peu de temps libre. Donc écoutez, vraiment, je suis ouvert à toutes les propositions honnêtes. Eh bien, ça tombe pas dans l'oreille de sourd. Merci beaucoup d'être mon invité pour découvrir votre actualité, bien sûr, mais puisque l'ADN de cette émission diffère un petit peu des autres, je vais vous demander pour ce faire de vous décrire en 3 mots pour tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, Éric Nolot. Un mot suffira, si ça vous va. C'est d'ailleurs celui que j'ai choisi. Vous savez, on doit se définir d'un mot ou de quelques mots sur Twitter. Moi, j'ai choisi lecteur. Lecteur. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, sous différents noms. D'abord, lecteur, on apprend à lire, on devient un lecteur. Ensuite, j'ai été étudiant, c'est basé sur la lecture. Éditeur, inutile de vous dire que c'est basé sur la lecture. Critique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, chroniqueur de télévision, en tout cas, tel que j'ai pratiqué cette profession, c'était beaucoup basé sur la lecture. Et donc j'ai l'impression, et c'est pas une impression, je pense que c'est la réalité, je passe le plus clair de mon temps à lire. Et je m'étonne d'ailleurs que ce plaisir ne s'use pas. Chaque nouveau livre est une source d'enchantement, de plaisir. Écoutez, il n'y a rien, je pense, qui me définit plus précisément et aussi de manière aussi concise. Mieux que la lecture. Alors on verra si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission, même si vous venez nous en donner la tendance. Pour ce faire, le début, toujours le début. Éric Nolot, vous êtes né un 11 mars à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest. Votre père était représentant dans la parfumerie. N'hésitez pas, bien sûr, à me corriger si je me trompe. Avant d'occuper d'importantes fonctions pour différentes marques, tandis que votre mère était professeure. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai grandi dans un cadre familial très classique. Alors on pourrait appeler ça la classe moyenne. Enfin, vous savez que la classe moyenne, ça recouvre des situations extrêmement compliquées à définir, parce que ça peut être très près des classes les plus pauvres et puis au contraire de classes plus aisées. Non, c'était une classe moyenne tranquillement aisée. Je pense que à salaire égal, on vivait mieux à l'époque. Je pense que l'argent qu'on gagnait, même si on gagnait moins qu'aujourd'hui, permettait de mieux vivre. Je pense que la vie est devenue beaucoup plus chère. Donc j'ai passé une enfance très tranquille, vraiment loin de tout souci matériel, pas dans la richesse non plus. Enfin voilà, une enfance normale et très définie. Encore une fois, j'y reviens par la lecture, parce que c'est difficile pour nos plus jeunes auditeurs, mais figurez-vous qu'il y a une époque en France où les jeunes s'emmerdaient beaucoup. Alors on s'ennuyait beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas la télévision. En tout cas, il n'y avait rien pour nous à la télévision, ou pas grand-chose. Il n'y avait évidemment pas Internet, il n'y avait pas toutes les sources de distraction, les jeux vidéo non plus. Donc le recours, et je m'en félicite évidemment avec le recul, c'était la lecture. Donc je me rappelle d'une phrase fétiche à mon propos. On disait tout le temps, Éric, on ne sait jamais s'il est là ou s'il n'est pas là dans l'appartement, parce qu'effectivement, la lecture... Oui, la lecture, c'est une activité calme, c'est une activité qui demande du silence, de la concentration, de la solitude. C'est des mots qui me sont chers d'ailleurs. Et donc je garde de cette enfance plutôt un souvenir assez paisible. Il n'y avait pas que ça. J'étais très amateur de football. Ça a été une des grandes passions de ma vie. Ça le reste d'ailleurs. Donc une enfance sans côté particulier. J'aimerais bien vous faire une confession qui m'assurerait un passage chez les psychanalystes de la télévision ou de la radio, mais malheureusement j'ai très peu de choses à dire. Ma vie s'est déroulée dans les livres et je trouve ça très bien. Croyez-le, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais au contraire juste savoir qui vous êtes, Éric Nolot. Alors vous allez devenir élève au collège-lycée à Saint-Cloud. Vous poursuivez vos études à la faculté de lettres, encore une fois à Nanterre, où vous obtenez un diplôme d'études approfondies. Votre mémoire s'intitule
poétique des ruines chez quelques auteurs méconnus du XXe siècle. Et je me suis demandé, d'une part, pourquoi vous avez choisi ce sujet, mais est-ce que dans ce sujet, comme par la suite, vous avez une volonté, il y a en tout cas une volonté chez vous de montrer ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne voit pas? Oui, il y a un peu de ça. Ce qui est important, je crois, dans l'intitulé, c'est quelques auteurs méconnus. Non pas que j'en fasse un snobisme, je lis Proust comme tous les amateurs de littérature, j'ai une admiration infinie pour Proust et d'autres, mais j'aime beaucoup aussi les auteurs un peu méconnus et je garde toujours cette impression miraculeuse que j'ai eue en découvrant, mais complètement au hasard, dans une boîte de bouquinistes, un livre de Paul Gaden. Paul Gaden qui est vraiment un auteur avec lequel la postérité est un peu étrange. Il réapparaît, et puis il redisparaît, et puis à nouveau, il y a quelqu'un qui attire l'attention sur lui. Et moi, j'ai découvert, c'était L'Invitation chez les Sterles, un de ses romans les plus énigmatiques. Je suis tombé amoureux de Paul Gaden, j'en ai fait le mémoire lui est en partie consacré, et je lui ai consacré un mémoire tout entier ensuite. Et j'aime beaucoup cette littérature un peu de l'ombre. Voilà, ouais. Quand je rencontre un autre amateur de Gaden, j'ai l'impression de faire partie d'une confrérie secrète avec un mot de passe qui est Paul Gaden. Et les ruines, évidemment, c'est ce qui reste. Moi, je suis très attaché aux traces du passé, ce qui a presque disparu, mais qu'on aperçoit encore sous forme de ruines. Je trouve ça très touchant. On sait que ça ne reviendra pas. On sait que ça a existé et ça provoque chez moi une émotion tout à fait singulière. Donc le choix de l'intitulé de ce mémoire était tout sauf hasardeux de ma part, évidemment. C'est ce que vous dites à un moment donné, vous notez l'uniformisation et la standardisation progressive de la littérature française. Vous dites aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers dans la littérature. Vous n'aimez pas beaucoup les best-sellers. Vous n'aimez pas les livres qu'on appelle peut-être populaires, que l'on lit beaucoup, qu'on a la sensation de lire en tout cas à haute dose. Vous préférez ce qui est plus caché et souvent des littératures étrangères. Oui, alors, faut quand même revenir sur l'adjectif populaire. Non pas que j'ai quelque chose contre la littérature populaire, ce serait ridicule. Pour moi, un des plus grands livres jamais écrits, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors non seulement c'est lu aujourd'hui, c'est en Pléiade, etc., mais à l'époque de Dumas, l'intrigue étant extrêmement compliquée, elle avait été montée au théâtre et on ne distribuait pas de résumé aux spectateurs. Tellement le livre était connu, les gens suivaient l'intrigue sans problème. Pour vous dire à quel point c'était une littérature populaire. D'ailleurs, il n'y a plus d'équivalent aujourd'hui, je crois. Mais j'ai vraiment rien contre. En revanche, j'ai tout contre une littérature affadie, c'est-à-dire une littérature de sujets, verbes, compléments, avec un petit thème à la mode. Je vais vous raconter ma vie, mon secret. On y revient. Je pense que la définition minimale de la littérature, c'est un usage de la langue qui s'éloigne un tant soit peu quand même de l'usage commun. Voilà, il faut quand même un petit effort de sophistication. Mais ça ne fait pas pour moi un snob. Je ne suis pas mal armé ou rien, si vous voulez. Il y a plein de choses qui me plaisent. En revanche, oui, parmi mes grandes émotions littéraires, il y a la littérature étrangère. Et j'en profite quand même pour rendre un hommage appuyé à cette autre confrérie, à cette autre aristocratie des traducteurs qui nous permettent de découvrir des gens dont nous ignorerons tout. Moi, je ne parlerai jamais de l'albanais de ma vie, donc j'étais très content que Jusuf Vrioni traduise tout Kadare. Kadare est un des grands éblouissements de la vie de lecteur. Pour moi, le plus grand livre jamais écrit de tous les temps, c'est Les Récits de la Kolyma, de Varlam Chalamov. Donc, je l'ai lu évidemment traduit du russe. Et en effet, je me sens de ce point de vue-là très européen. Je pense que, indépendamment de la littérature française, alors qui occupe une place particulière en mon cœur, parce que c'est la seule langue que je parle vraiment bien, mais je me sens un citoyen européen parce que nous sommes tous des enfants de la littérature européenne. Ce sont des cultures qui communiquent par le biais de la traduction. On voit ce qui nous rapproche, on voit ce qui nous éloigne, et je pense que la littérature s'entend à la dimension de ce continent. Éric Nolot, dans votre début de carrière à 26 ans, vous allez alors devenir professeur de français en Bulgarie, devenir l'assistant parlementaire de Louis Perrin, sénateur socialiste du Val d'Oise, puis vous lisiez éditeur littéraire et traducteur dans votre propre association qui est une maison d'édition, on peut le dire comme ça, qui s'intitulait L'Esprit des Péninsules, avant de le devenir pour Ballant. Vous devenez alors par la suite critique littéraire, notamment pour Paris Match, le JDD, Marianne ou encore Transfuge. Vous écrivez des pamphlets sur la littérature et les auteurs contemporains, dont Michel Houellebecq, et devenez chroniqueur littéraire culturel, j'ai le dernier mot dans le magazine VSD notamment, avant que la radio et la télévision ne vous épousent. Vous cumulez sport, littérature et politique. Est-ce que c'est la concentration de vos intérêts ?
Dans les 2 premiers cas, oui. C'est assez étrange. Je l'ai même raconté dans un livre que j'ai écrit sur le football. Je jouais au football le dimanche matin. J'étais un footballeur du dimanche au sens propre, moyennement doué, mais très motivé. Et quand mes copains arrivaient, parce que moi je jouais en banlieue, et puis j'arrivais de Paris, ils me trouvaient en train de lire, adossé contre les portes du stade. Donc le foot et la littérature sont intrinsèquement liés pour moi. C'était mes 2 grandes passions de l'époque. Donc en effet, ça, 2 mots qui me définissent. La politique est venue un peu par raccord, par raccro, même si elle m'occupe pas mal aujourd'hui. Le livre que vous avez bien voulu citer tout à l'heure est un livre politique au sens le plus large du mot. Mais très franchement, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais la politique par rapport à la littérature sera pour moi toujours une préoccupation de second ordre, et je suis éperdument amoureux de certains auteurs comme je ne serai jamais éperdument amoureux de certains hommes politiques. Il y a quelque chose qui... Comment vous dire ? Je pense que la littérature pour moi est de l'ordre du sacré, de la transcendance, et c'est à peu près la seule transcendance que je reconnais. Je ne suis pas croyant, même si les préoccupations religieuses ne me sont pas du tout étrangères, et je pense que toute la transcendance s'est réfugiée entre les pages d'un livre pour moi. Éric Nolot, de vos premiers pas en tant que chroniqueur dans l'émission Ça balance à Paris, avant de la présenter sur Paris Première, dans l'émission de Colombe Schneck, J'ai mes ressources sur France Inter, à On n'est pas couché le samedi soir sur France 2, On refait le monde sur RTL, et bien d'autres endroits où vous avez travaillé, notamment aussi à la présentation de l'émission Zemmour et Nolot, un talk show hebdomadaire sur Paris Première, à la bonne heure, avec votre chronique littéraire Pitié pour les arbres sur RTL. On vous offre aussi la co-animation de 2 soirées, peut-être que c'est de là que cela commence, 2 soirées consacrées à l'élection présidentielle française de 2012 sur M6, suivies de la co-animation avec Thierry Chaise de On revit le match sur RTL. Vous êtes chronique littéraire, et je le cite, et je fais exprès de donner tous ces éléments, et cinématographique sur Sud Radio, ou encore Balance ton poste et De quoi je me mêle sur M6, où on voit au fur et à mesure des prises de parole de plus en plus politiques. Comment vous avez migré vers cela? Visiblement, vous ne le savez pas forcément, mais en tout cas, ce que j'ai l'air d'entendre, c'est que votre regard avisé sur la littérature peut justement nourrir un regard politique. De toute façon, la littérature, l'amour de la littérature, j'allais dire, est un acte. Moi, c'est pas un acte, c'est plutôt quelque chose que je vis de manière naturelle, mais il y a quelque chose de politique dans l'amour de la littérature. Regardez la une du Figaro aujourd'hui sur l'effondrement de la lecture chez les jeunes. Vous croyez vraiment que c'est un phénomène qui descend du ciel? Non. C'est un phénomène qui s'explique par une certaine politique qui est mise en œuvre, qui se traduit par l'effondrement du niveau scolaire, qui se traduit par l'effondrement du niveau intellectuel, et évidemment, fatalement, c'est tout à fait logique, qui se traduit par l'effondrement du niveau de la lecture. Donc effectivement, moi j'essaye, à travers mes prises de position, de retarder un peu, c'est très présomptueux ce que je viens de dire, à ma toute petite mesure, à ma toute petite échelle, mais j'essaye de retarder un peu, au moins de contester le processus de décadence dans lequel nous sommes engagés, c'est-à-dire la décadence de la culture, où vous voyez bien que les jeunes ne lisent plus, ou lisent d'ailleurs, même quand ils lisent mal. L'article du Figaro insiste qu'ils lisent pendant qu'ils regardent un écran, ce qui n'est pas possible. En réalité, la lecture demande de la concentration, du temps long, et on apprend maintenant, dès le biberon, au zapping. C'est-à-dire que je crois que sur TikTok, le temps d'attention pour une vidéo, c'est moins de 10 secondes, donc c'est complètement incompatible avec la lecture de la recherche du temps perdu, ou d'ailleurs de choses moins exigeantes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de façon de politique au sein même de l'acte de la lecture, et de défendre l'acte de la lecture. Et une fois que vous avez tiré le fil, il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup de choses que je conteste dans l'orientation que prend la civilisation, pour employer un grand mot. Et il y a ce mot de Cocteau que j'aime bien, qui dit le progrès n'est peut-être que le développement d'une erreur. Le progrès nous a apporté beaucoup de choses. Je crois que là, on commence à comprendre qu'il va nous ôter beaucoup de choses. Le règne des écrans va agir comme Attila et ses Huns. Rien ne repoussera derrière. Et là, nous sommes qu'au début, puisque nous sommes dans un monde mixte où cohabitent des gens qui ont développé des anticorps, les plus anciens, les plus âgés, ou alors qui ont été élevés dans certaines conditions, et puis des nouvelles générations qui arrivent de plein pied dans cette civilisation du divertissement permanent. On le paiera très cher. Et ce que j'entends dans ce que vous êtes en train de nous dire, Éric Nolot, c'est qu'il y a dans votre volonté et votre notoriété une volonté d'éduquer
quelque part. Et on le ressent dans votre livre, parce que je vous ai entendu parler, vous sortez un livre aujourd'hui qui s'intitule « La République, c'était lui », et qui n'ont pas seulement, j'ai envie de dire, une attaque, une déclaration de guerre à Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être plus que cela, une déclaration d'amour à la France. Oui, je crois que Jean-Luc Mélenchon est le nom des deux principales menaces contre la France et contre sa culture, sa civilisation, et même contre la vie telle que nous l'entendons. Pour l'instant, il allie le wokisme et l'islamisme. Le wokisme et l'islamisme sont deux projets d'ailleurs alliés contre nature. Pour l'instant, ils ont une alliance contre nature. Ça se réglera quand les seconds nommés égorgeront les premiers nommés. Mais, enfin, ça... mais qui fonctionnent très bien ensemble. Oui, pour l'instant, ça marche. Mais le wokisme et l'islamisme sont porteurs de deux projets de destruction de ce que nous sommes. Déconstruction, je dirais même. Déconstruction dans un premier temps, là c'est déjà bien engagé, et déconstruction mènera à la destruction. Donc tous les deux prônent pour la table rase la venue non seulement d'un monde nouveau, mais d'un homme nouveau. L'homme islamique d'un côté et l'homme déconstruit, je reprends votre mot, de l'autre. Donc ce livre est un livre de colère, ce livre est un livre d'inquiétude, et ce livre est un livre d'offensive et de contre-attaque. Je ne veux pas du monde que prépare M. Mélenchon. Et j'avais beaucoup à dire à ce sujet. Parce que vous avez la sensation, Éric Nolot, que Jean-Luc Mélenchon, malgré le fait qu'on l'entende très peu, prend beaucoup de place parce qu'il a un auditoire, visiblement de plus en plus nombreux. Est-ce que vous craignez vraiment pour la France ? Évidemment. Mais de toute façon, je crois que dans la logique de M. Mélenchon, dans son fantasme rance de rejouer la Révolution française, mais à partir de 1793, je pense qu'il y a une logique d'insurrection. Donc je crois que, vous voyez ce qui se passe depuis le 7 octobre et même avant, l'antisémitisme est devenu pour M. Mélenchon le vecteur principal de conquête du pouvoir. Et il n'y aura pas de limite. Il faut quand même qu'on se le dise, il faut qu'on l'entende, il n'y aura pas de limite. C'est-à-dire on poussera jusqu'au bout. Là, c'est déjà pas mal. Hein. Le Hamas, souvenez-vous, est un mouvement de résistance. On prend une militante pro-palestinienne sur la liste européenne qui prône la Palestine de la rivière à la mer. C'est-à-dire que, en fait, c'est la disparition d'Israël. Donc, je pense que la logique ultime, c'est la logique insurrectionnelle, c'est-à-dire une forme de guerre civile entre, d'une part, les forces de la République et de l'autre, une coalition un peu hétéroclite, mais assez redoutable, des islamistes, des petits voyous de banlieue que M. Mélenchon a soutenus pendant les émeutes, et puis des petits bourgeois, vous savez, qui, sous le nom de Black Bloc ou d'autres, aiment bien jouer les révolutionnaires du dimanche, casser un peu de flic et puis rentrer chez papa-maman ensuite. Je crains beaucoup ça, je pense que c'est la logique. Je vais vous donner une anecdote claire pour l'avoir observée hier dans le bus. J'observe une dame... de prime abord, on va faire un cliché, mais je suis obligée. Tout à fait française, blonde, blanche, avec un kéfier. Est-ce que ça, c'est l'avenir ? C'est le présent. C'est pas l'avenir, c'est le présent. Et avec ou sans kéfier, des dames, reprenons votre mot, des dames à l'allure bien française. Moi, je vais utiliser une autre forme de catégorisation. Des dames que je classerais parmi les bobos, qu'on voit se balader à bicyclette à Paris, qui descendent de leur bicyclette le temps d'arracher une affiche des otages retenus par le Hamas. Vous voyez comment le poison... Rue des Jeuneurs. Voilà. Comment le poison circule dans les cervelles, et on pensait que c'était réservé, ce genre de comportement, à quelques extrémistes islamistes. Non, c'est cette frange wokiste qui est complètement poreuse à la propagande de Jean-Luc Mélenchon, qui explique que, écoutez, les victimes sur les affiches ne sont pas des victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont juives, donc elles ne peuvent pas être victimes. Les bourreaux ne peuvent pas être bourreaux, puisque ce sont des musulmans. On vous explique toute la journée que les musulmans, c'est les damnés de la terre. Bon, écoutez, alors ils en tirent les conclusions, puisque ce sont des damnés de la terre, ils n'ont pas pu commettre les abominations du 7 octobre. Ou alors, s'ils les ont commises, c'est qu'ils avaient leur raison. Donc, écoutez, on en est à ce point-là. Comment, à partir de là, si on est déjà à ce point de déliquescence intellectuelle et morale, comment ne pas craindre que ça aille jusqu'au bout et que ça prenne encore des formes encore plus préoccupantes ? Vous dites grandeur et déchéance. Éric Nolot, ce livre, vous l'intitulez « La République, c'était lui ». On va écouter pourquoi. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. La République, c'est moi ! Force est donc de constater que la République, ce n'est plus Jean-Luc Mélenchon, Éric Nolot, mais il faut dire les choses et les reprendre à la racine. Jean-Luc Mélenchon a été brillant,
Oui. Vous l'avez côtoyé. Oui. Il était aimé de beaucoup, même des Juifs qui ont voté pour lui, et pas que il y a longtemps, même récemment, pour en avoir croisé à la manifestation à Paris contre l'antisémitisme, avec une dame qui avait une pancarte indiquant « Ne tombez pas dans le panneau », en rétropédalant sur le vote qu'elle affirmait avoir donné. Et vous dites d'échéance aujourd'hui parce que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une grande déception pour certains, mais c'est peut-être un espoir pour d'autres aussi. Alors, il a déçu d'une part, mais il a séduit aussi, et c'est ce qui prime aujourd'hui pour lui. Mais est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon a toujours été d'une part antisémite, parce qu'a priori, on ne le devient pas, on l'est depuis toujours, ou est-ce qu'on est dans un climat électoraliste un peu pourri, je dirais? Jean-Luc Mélenchon a déçu, Jean-Luc Mélenchon a déchu. Vous parliez du fait que je l'ai côtoyé. En effet, j'étais aussi proche de lui que de vous lors d'une certaine soirée dont on n'est pas couché, où j'étais chroniqueur, où il a tenu des propos d'une dureté presque incroyable sur l'islam politique, sur le voile islamique, la burqa, etc. D'ailleurs, à l'époque, il était classé presque parmi les extrémistes de la laïcité ou de la République. Ça lui était reproché sous forme de termes péjoratifs, comme laïcard. Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard? Madame Boutelja, chef de file des indigénistes, dit c'est notre plus belle prise de guerre, c'était un laïcard de dingue, vous voyez, elle le percevait comme ça. Maintenant, c'est devenu notre allié. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Un calcul électoral. Il faut aller chercher les voix qui nous manquent, ou aller les chercher dans les banlieues islamisées, donc il faut leur servir le discours qu'ils souhaitent. Et comme ces banlieues islamisées ne votent pas beaucoup, il y a un taux d'abstention très important, il faut tout le temps augmenter la dose, tout le temps augmenter la provocation. Donc la provocation, c'est on défile avec les islamistes, mais en revanche, quand il y a une marche contre l'antisémitisme, on dit « Ah, ben c'est le rendez-vous des massacreurs de Gaza ». Bon, écoutez, si personne n'a compris, personne ne comprendra jamais. Et il y a du Rassemblement national, donc on ne vient pas. Voilà. Écoutez, là on est à front renversé. Vous imaginez, moi j'habite le quartier Belleville-Couronne, où il y a une forte communauté juive. Maintenant, il ne m'arrive pas une seule journée sans que je croise un Français juif qui me dise qu'il va voter pour Marine Le Pen aux prochaines élections. C'était inouï. Enfin, c'est inouï. C'est-à-dire que maintenant, alors que le père Le Pen, c'était du rafour crématoire, le point de détail, etc., etc., c'était impensable pour 95% des juifs, je pense, de voter pour le Front National à l'époque. Et maintenant, on en est là. Parce qu'il vient, les gens sont... Enfin, il y a une inquiétude telle qu'ils se réfugient chez les gens, même si c'est les gens du Rassemblement national qui tiennent un discours républicain et protecteur envers les Juifs. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu un changement de braquet clair que vous expliquez dans votre livre avec deux dates, voilà, en 24 avril 2010 et 12 février 2021 dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. On voit qu'en 10 ans, il y a un changement total de braquet. Aujourd'hui, vous venez de le dire, et vous en parlez également dans votre livre ou dans un travail presque d'enquête, de reprise point par point d'événements. Vous parlez d'une part de Jean-Luc Mélenchon, mais vous parlez aussi du Rassemblement national. Certes, l'antisémitisme s'est nourri, s'est logé auprès du Rassemblement national, mais il a été créé par la gauche aujourd'hui. Il retrouve son ADN finalement. Mais est-ce que pour autant, on a raison de ne pas craindre le Rassemblement national pour opter pour le choléra? Vous avez résumé l'affaire. Entre la peste et le choléra, les gens choisissent le choléra. Bon, moi, j'attends rien du Rassemblement national. Simplement, il se trouve. Mais est-ce qu'on a raison de ne plus le craindre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que pour le coup, comme Jean-Luc Mélenchon, il a changé de braquet, ce Rassemblement national? Moi, je pense que les Juifs n'ont rien à craindre du Rassemblement national. Pour répondre partiellement à votre question, voilà. Donc c'est clair. Marine Le Pen est quelqu'un qui n'est pas du tout sur la même ligne que son père pour des raisons personnelles, pour des raisons historiques. Elle fait partie d'une autre génération. Les lubies antisémites de son père, je pense que c'est très très éloigné d'elle. Ça ne suffit pas pour moi pour voter pour le Rassemblement national. Je vous le dis franchement, je n'attends vraiment rien d'eux. En revanche, le seul homme politique qui manie toutes les formes d'antisémitisme possibles, c'est Jean-Luc Mélenchon. L'antisémitisme catholique. Il a quand même refourguer la vieille théorie du peuple déicide. Enfin, quand même, faut le faire. Le vieil antisémitisme de gauche, les juifs, c'est la finance, Rothschild, machin truc. Le vieil antisémitisme également à la Drummond. Mon ami Zemmour, il a dit « Ah, mais il est contre la créolisation, Zemmour, parce que les juifs refusent de s'assimiler. » C'est pas mal non plus. Et le quatrième antisémitisme, c'est l'antisémitisme islamiste, puisque ces gens-là sont élevés à l'antisémitisme en même temps que le lait de leur mère. Donc, écoutez, le seul qui coche toutes les cases de l'antisémitisme, même le plus baroque, le peuple déicide, c'est vraiment, faut le faire quand même pour ressortir ça, cette vieille lune que même les cathos les plus rances ont rangé aux oubliettes, c'est monsieur Mélenchon. Donc moi, je comprends très bien les Français juifs qui disent le passé est le passé,
qui nous protège, qui tient un discours rassurant, c'est quand même le Rassemblement national et pas M. Mélenchon. Sachant qu'une petite parenthèse, la personne qui est à l'œuvre de la mort de Jésus, c'était Ponce Pilate. Oui, mais de toute façon, c'est même pas la peine d'entrer dans les détails historiques. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite parenthèse qui est donnée. Oui, mais c'est tellement ridicule. Vous vous rendez compte que ce débat en 2024 réapparaisse parce que M. Mélenchon ne peut pas contenir son antisémitisme. Mais malheureusement, cher Éric Nolot, il faut éduquer et vous êtes là pour ça, visiblement. Donc, on va essayer de le faire ensemble. C'est un peu présomptueux, mais en tout cas éclairé. Ça nous va. Restez avec nous. On continue cette émission avec vous pour votre livre La République. C'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. Tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30, passé de 2 minutes. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors que les tensions ne cessent de croître sur le front nord, Tsahal annonce la fin d'un vaste exercice de défense contre de nouvelles attaques du Hezbollah. Exercice débuté hier à la frontière libanaise en vue d'une guerre contre le groupe chiite. Le gouvernement israélien doit se réunir ce soir pour parler des négociations pour la libération des otages. Une réunion exigée par les ministres d'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir qui demandent à être informés des décisions du chef de l'exécutif liées à la guerre. Israël prépare des sanctions contre la Turquie. Ce matin, Ankara a annoncé des restrictions d'exportation vers l'État hébreu sur une 50aine de produits. Une décision qui fait suite au rejet de la demande turque de participation au parachutage d'aide à Gaza. Le ministre français des Affaires étrangères envisage également des sanctions contre Jérusalem pour contraindre le gouvernement israélien à ouvrir davantage de points de passage vers la bande de Gaza. Objectif pour lui, renforcer l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. C'est une première. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a condamné un État, la Suisse, pour son inaction climatique face au changement climatique. Elle a en revanche jugé irrecevable la requête de l'ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui lui demandait de faire condamner l'État français pour la même raison. Les obsèques de Chemseddine, adolescent de 15 ans, mort vendredi après avoir été passé à tabac la veille à Viry-Châtillon, ont lieu en ce moment dans l'Essonne. Une marche blanche sera également organisée vendredi prochain dans la ville. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce que la sécurité sera considérablement renforcée autour du match PSG-Barcelone demain soir à Paris. Annonce qui fait suite à une menace de l'État islamique sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Radio J. Merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Éric Nolot et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J. Radio J.
J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Éric Nolot. Pour son essai « La République, c'était lui », grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, sorti aux éditions Léo Cher. Et puis, cette question que beaucoup de gens se sont posée à un moment donné, Éric Nolot, se sont demandé pour la plupart ce qui vous liait à Éric Zemmour, hormis votre amitié qui dépasse la blague ou la littérature. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que votre regard sur la France insoumise est un point d'accord? Non, c'est peut-être même un point de désaccord, parce que, je peux le dire, puisqu'on en a fait état publiquement, j'ai trouvé que Éric Zemmour, nous avons certes des points d'accord, mais nous avons des points de désaccord sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai toujours trouvé qu'il faisait preuve d'une coupable indulgence jusqu'à une date récente, hein, là maintenant ça a changé, mais envers Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je ne reconnais pas à Jean-Luc Mélenchon autant de talent oratoire que lui en prête Éric Zemmour, autant de talent politique. Et puis, même du temps dont on n'est pas couché, ça se passait beaucoup mieux entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qu'entre Jean-Luc Mélenchon et moi. Parce que moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de dangereux chez cet homme. Mais Éric admirait chez lui le féru d'histoire, l'intellectuel, le tribun. Donc non, c'était pas... Jusqu'à récemment, c'était plus un point de désaccord que d'accord. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, on a compris tous les deux que, voilà... disons qu'Éric s'est quand même rapproché de ma ligne, quoi. On a compris que... Enfin, d'abord, qui n'a pas compris? Même les gens qui votent pour lui savent que c'est quelqu'un de dangereux, mais ils s'en fichent. Ils veulent rejouer le fantasme de la révolution, la logique insurrectionnelle, etc. Mais tout le monde a compris, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Les déclarations, enfin, il y a un côté bout de feu chez lui, après moi le déluge, qui est vraiment très, très inquiétant. Mais est-ce que vous êtes rapproché de la ligne d'Éric Zemmour, Éric Nolot? Je vous pose cette question parce que j'ai envie de savoir si vous avez songé à faire de la politique et si vous aimeriez à un moment donné en faire, parce qu'à la vue des livres que vous sortez, La faute à Rousseau, qui est sur Sandrine Rousseau, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être prochainement Mathilde Panot, c'est vous qui nous le direz. En tout cas, voilà, j'anticipe la potentielle suite. Il y a un certain talent à déceler les points évidents, compliqués, si je peux dire ça comme ça. Je veux bien faire de la politique, mais seulement sous forme de livre. La politique politicienne, c'est pas pour moi. Pour des tas de raisons. Je vous ai dit que je suis un lecteur. Il faut arrêter de lire si on fait de la politique. Regardez, ils arrêtent tous de lire. Bon. Ensuite, j'ai été quand même... j'ai suivi très très près, évidemment, les aventures d'Éric Zemmour. J'ai vu ce que ça coûtait. J'ai vu les sacrifices que ça impliquait. Et puis, plus fondamentalement, je reviens à mon premier argument, c'est à rebours de mon caractère. Voilà, la politique, c'est pas être chez soi dans un fauteuil à lire avec des chats sur les genoux, qui est quand même mon activité préférée. Donc je ne crois pas. En revanche, oui, faire de la politique sous forme de pamphlets, comme les deux que vous avez cités, oui, pourquoi pas. Mais non, ça m'a plutôt là aussi éloigné de la politique que ça m'en a rapproché. Et puis je place la littérature et l'amitié au-dessus de tout. Éric Nolot, aujourd'hui, on a la sensation que les Français ne sont d'accord avec rien, qu'ils sont contre tous les partis politiques, contre tout. Comment expliquer cette fracture? Je pense qu'on a tous la réponse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a aujourd'hui dans votre livre des choses mises en évidence où certains se diront « jamais de la vie, j'irai voter pour Jean-Luc Mélenchon malgré le score qu'il fait ». Bon, peut-être que ce ne sera pas la majorité, en tout cas pour nos auditeurs. Mais pour qui voter? Vers qui aller? Moi, je pense qu'il vaut mieux poser le problème dans l'autre sens. Je pense qu'il vaut mieux reconstituer un corpus d'idées de gauche authentique, pas cette gauche dévoyée, égarée que représente Jean-Luc Mélenchon. Et quand je dis dévoyée, égarée, c'est une gauche qui a trahi tous les idéaux de gauche. Quand vous abandonnez la laïcité au profit du communautarisme, la République au profit de l'islamo-gauchisme, c'est une trahison. Bon. Je pense qu'il faut reconstituer ce corpus de gauche authentique et ensuite, voyons si une incarnation peut la porter. Mais arrêtons de nous tourner vers une grande tradition française de l'homme providentiel. Tout d'un coup, celui-là va nous tirer de l'ornière. Vous voyez ce que ça donne? Chaque élection présidentielle, en réalité, on joue ça. Même Emmanuel Macron a représenté ça. Tout à fait. En disant, voilà quelqu'un, alors il est différent, il appelle à la révolution. C'était le titre de son livre. Regardez le résultat. Sur le sujet, pour moi, qui domine tous les autres, ce qui est celui de l'école, regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron.
Il a confié ça à Jean-Michel Blanquer, ensuite à Pape Ndiaye, ensuite à Gabriel Attal. Malheureusement, qui est resté trop peu de temps pour Gabriel Attal, si je puis me permettre, qui n'était pas si mal. Non, mais c'est pas ça que je veux mettre en exergue. Ça m'allait très bien, les 15 premiers jours de M. Attal, mais d'abord, il a abandonné le boulot. Ensuite, il incarnait une ligne radicalement opposée à celle de M. Ndiaye, qui incarnait lui-même une ligne radicalement opposée à celle de M. Blanquer. C'est ça, la problématique, c'est l'unité. Non, c'est le manque de conviction. C'est le manque de conviction. M. Macron est quelqu'un qui ne croit en rien. Et surtout pas à l'école. Moi, je pense que l'école est la mère de toutes les batailles. Si on reprend le pouvoir sur l'école, sur la discipline à l'école, la transmission de l'autorité, le fait de dire, qui est maintenant assimilé à un raisonnement d'extrême droite, que les gamins sont là pour apprendre les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, et non pas s'initier au monde merveilleux des drag queens, vous passez pour un type d'extrême droite. Écoutez, tant pis, je suis un type d'extrême droite. Reprenons le pouvoir. Je vous renvoie à cet article du Figaro. Vous voyez bien que la civilisation est en train de s'effondrer, la civilisation de l'écrit. On va lancer dans la vie des gamins qui se comportent comme des boules de flippers, même si ça n'existe plus maintenant vraiment, les flippers, qui rebondissent d'une vidéo à l'autre, qui sont incapables de se concentrer plus de 30 secondes. Un mot de 4 syllabes, non seulement ils ne le comprennent pas, mais ils ne vont même pas le chercher dans le dictionnaire. Ils disent, c'est trop compliqué, donc on ne lit plus. On est en train de s'engager dans un programme de décivilisation. L'école pourrait être un frein et même une manière de reprendre le dessus. Et M. Macron nomme Oudéa Castéra, Mme Oudéa Castéra, en lui donnant en plus les Jeux Olympiques, en disant non, l'éducation nationale, ça prend pas de temps que ça, donnons-lui les Jeux Olympiques. Et maintenant, Mme Belloubet qui est le symbole du laxisme par excellence. Donc M. Macron ne croit à rien et il n'a même pas identifié, ou alors il s'en fiche totalement, que l'école était la mère de toutes les batailles. L'éducation, cher Éric Nolot, on y revient. Toujours. Est-ce que on pourrait dire que vous le valez à votre mère, qui était professeur? Oui, certainement. Moi, plus généralement à mes maîtres scolaires, universitaires, je suis vraiment très, très reconnaissant. Alors d'abord les premiers, ceux du primaire, parce que c'était un enseignement d'excellence. C'est-à-dire que maintenant, je peux vous dire qu'à mon âge, je suis beaucoup moins bon en grammaire que je l'étais à 7 ans. Nous étions des terreurs en grammaire. Maintenant, voilà, si je repassais des tests, je serais moins brillant qu'à 7 ans. On était formés de manière extraordinaire. Mes maîtres universitaires m'ont ouvert à des littératures que j'ignorais. Moi, écoutez, c'est simple. Quand j'étais en première année, je suivais tous les cours en auditeur libre que je pouvais de deuxième année. En deuxième année, tous les cours libres de troisième année. J'étais affamé de savoir. Et c'était pour moi des grands maîtres. Monsieur Leroy, Monsieur Meyer, j'ai encore leur nom en tête. Monsieur Leroy, qui est toujours de ce monde, je le vois régulièrement. J'ai une dette, une reconnaissance envers tous ces profs. Et mes profs de primaire, ils ont fait des générations entières. Des gens qui savent, qui savent écrire sans faire 50 fautes, comme on le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Et même des études supérieures, maintenant, on voit arriver des gens qui n'ont pas acquis même les connaissances fondamentales, pour qui la syntaxe est une illusion, que la grammaire est une utopie. Et maintenant, c'est encore pire. Si vous tordez le nez parce que vous voyez un tweet ou un mail avec 50 fautes, on vous traite de grammar nazi de la grammaire. Vous voyez, maintenant, en fait, ce qui était considéré comme une honte auparavant, de faire 50 fautes d'orthographe, est maintenant devenu quelque chose qu'il faut accepter au nom de la non-discrimination. Voilà. Donc écoutez, on peut continuer sur ce chemin et voir jusqu'où ça va nous emmener. On le sait très bien, ça va nous emmener vers une forme de barbarie, et il faut être très stupide ou très aveugle pour ne pas comprendre que le développement de l'hyperviolence est en fait corrélé à la montée de l'ignorance et de la barbarie. Voilà. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Alors arrêtons de pleurer sur les faits divers et reprenons les choses à la base. On va vous faire plaisir, Éric Nolot, parce que dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Promis, il y aura de la littérature. Tout de suite, Hélène Kuttner vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Nolot, bonjour à toutes et à tous. Alors, cher Éric Nolot, nous allons quitter la politique un moment pour parler théâtre, et donc nous allons continuer de parler littérature, même si la politique reste un théâtre permanent.
hélas, je vous l'accorde, pas toujours très bien interprétée. Alors, vous aimez Victor Hugo, lu par Fabrice Lucchini, vous aimez les grands auteurs de la littérature classique. Eh bien, je vous invite à voir l'une des plus célèbres œuvres du théâtre classique. Il s'agit du Cid de Pierre Corneille, mise en scène actuellement par Frédéric Lazzarini au Théâtre Artistique à Thévin, avec des comédiens éblouissants. « Rodrigue, as-tu du cœur ?» demande le vieux Don Diègue à son fils Rodrigue pour éprouver son courage à le venger de l'affront, une gifle que lui a donnée son rival, le comte de Gormas. Le père demande au fils de venger son honneur bafoué par son adversaire en le provoquant en duel. Nous sommes en Espagne au XVIIe siècle et l'honneur des pères ne supportait aucun écart. Le problème qui constitue justement le dilemme de cette histoire passionnelle et passionnante est que Don Gormas, l'offenseur de Don Diègue, n'est autre que le père de sa fiancée Chimène. Rodrigue, guerrier fougueux piqué par le déshonneur de son père, tuera Gormas au risque de perdre la femme qu'il aime, Chimène. Alors comment la mise en scène parvient-elle à rendre passionnante une histoire dont la morale semble justement un peu poussiéreuse, on peut le dire, Hélène Kuttner? On peut le dire parce que le Cid, c'est pas une pièce qui est forcément montée tous les jours. Alors, tout simplement, Cyrielle, parce que la metteur en scène, Frédéric Lazzarini, prend les 5 actes de la tragédie de Corneille, à bras le corps, dans une lumière et une énergie vibrante. Elle a proposé les 2 rôles principaux, Rodrigue et Chimène, à 2 jeunes comédiens qui ont l'âge de leurs personnages. La distribution a été réduite aux personnages principaux, Don Diègue et Gormas, ainsi qu'à la nourrice mêlée à celui du confesseur. La scénographie est intemporelle, un plateau dépouillé éclairé d'une lumière chaude, comme dans un palais antique, mais surtout, les comédiens plongent avec une sincérité bouleversante dans le flux des alexandrins qui sont du sens incroyable. Alors, dans notre mémoire collective, on se souvient de Gérard Philippe traitant le Cid avec Jean Vilar, qui jouait son père au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur en 1951. Aujourd'hui, c'est Arthur Guézenec qui incarne Rodrigue, un grand garçon à la ténébreuse beauté, à la carrure athlétique, qui manie l'alexandrin aussi bien que l'épée. À ses côtés, la toute fine Lara Tavella et Chimène, avec une cité radicale, sans aucune concession. Elle ressemble d'ailleurs à Antigone, car c'est Chimène en fait qui dirige l'intrigue. À partir du moment où son père est tué par son amant, c'est elle qui feint la haine alors qu'elle aime Rodrigue. Elle n'aura de cesse de le provoquer, de l'entraîner dans des duels afin que mort, il la mérite vraiment. Elle cherche en plus à le mettre au défi de la mériter enfin alors qu'elle en est follement amoureuse. Pour terminer avec cette question, Hélène Kuttner, cette Chimène est donc très différente de celle qu'on a finalement l'habitude de voir au théâtre quand on va voir le Cid. Oui, Cyrielle, car en général, Chimène est un peu une fille un petit peu introvertie, un petit peu palote. Et là, nous avons face à nous des jeunes gens ardents, déterminés, comme on dirait aujourd'hui, déter, dont l'engagement, la droiture, la fidélité sont absolus. Chimène est d'ailleurs résolument féministe et refuse de se laisser mener par le bout du nez. Mais surtout, et ça, cela va plaire, je pense, à Éric Nolot, la langue de Corneille, avec ses alexandrins qui se déploient avec magnificence, disent tout de la vie et de la mort, de l'amour et de l'amitié, des notions de respect et de liberté. Les acteurs plus âgés, comme Cédric Collat, Philippe Lebas ou Guillaume Vert, apportent au spectacle une humanité et une sagesse pleine de bienveillance. Ils sont eux aussi formidables. Preuve que malgré ces 5 actes, son sujet un peu grave et sa thématique classique, un grand texte dans une bonne mise en scène peut encore aujourd'hui émouvoir un large public. D'autant que cette tragédie n'en est pas vraiment une, elle se termine par la réconciliation amoureuse des 2 amants. Merci Hélène Kuttner. Le Cid est au Théâtre Artistique à Thévin jusqu'au 28 avril. Il faudra se dépêcher. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Radio J et j'ajoute qu'on peut lire vos articles sur Artistique Réseau. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alban.
Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Nolot et bonjour à tous sur Radio J. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais vous parler de culture, musique, cinéma, littérature. Et je me suis intéressé cette semaine à la culture qui allume quelque chose en vous, Eric Nolot. On va commencer en musique avec Graham Parker, un rocker britannique que vous aimez beaucoup, Eric Nolot. Quand je dis beaucoup, je pèse mes mots puisque vous vous définissez vous-même comme Parkeroman. Et vous avez même déclaré que Graham Parker avait 3 fans inconditionnels dans le monde, Bob Dylan, Bruce Springsteen et vous-même. Alors, face dans l'ordre inverse. Hein. Dans l'ordre inverse. Springsteen et Dylan. Pardon. Je dis franchement. Autant pour moi. Il n'y a pas au-dessus. Alors, face à l'encyclopédie vivante de Graham Parker que vous êtes, pardonnez-moi d'avance si je survole vulgairement le sujet, mais l'idée c'est de faire découvrir le rocker à nos auditeurs. Alors, Graham Parker, c'est un auteur, un compositeur, un musicien, un écrivain, un artiste rock et new wave. Il a notamment été connu pour ses albums avec son groupe The Rumor. Aujourd'hui, c'est à une chanson de son répertoire que vous nous avez confiée, mais tout particulièrement à laquelle on va s'intéresser. Il s'agit de Music of the Devil. On est en train d'en écouter un extrait justement. Music of the Devil de Graham Parker est sorti en 1976. C'est une chanson qui traduit l'ambiance d'une époque tumultueuse. Alors non, c'est le dernier album. Ça, c'est le dernier album. Music of the Devil, c'est extrait du dernier album. 1976, c'était son premier album. D'accord. All in Win. Ah, bah alors on m'a menti sur Internet. Mais c'est pour ça que je viens vérifier mes informations auprès de vous. Surtout sur Internet. Alors j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. On remarque bien dans ce morceau le style franc et sans compromis de Graham Parker qui réussit ici à capturer l'esprit de l'époque à travers des paroles chargées de passion et de protestation. Le texte est un appel à la révolte et dénonce les normes sociales et les injustices de la société. Malgré le style direct et rock de l'artiste, il utilise tout de même des images poétiques pour exprimer le sentiment d'aliénation, de désillusion, déclarant que la musique rebelle est la musique du diable pour ceux qui craignent le changement de liberté. Au fil des décennies, Music of the Devil, est devenue une chanson emblématique pour les fans de Graham Parker et les amateurs de musique rebelle. Son message intemporel résonne toujours avec force, rappelant aux auditeurs l'importance de la musique comme moyen de protestation et de réflexion sociale. Je ne sais pas si vous le saviez, Cyrielle, mais Graham Parker a 73 ans aujourd'hui et il se produit toujours sur scène. L'année dernière, vous avez même d'ailleurs présenté à ses côtés, Eric Nolot, un concert lecture au Café de la Danse en 2023. On se produit ensemble. On fait un produit. Donc je lis des extraits du livre que je lui ai consacré, qui s'appelle Parkeroman, et il joue les chansons dont il est question dans les extraits de mon livre. Mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne peux pas rendre avec des mots humains ce que j'ai éprouvé en montant sur scène avec mon idole. Et encore, idole, le mot est faible. Donc je me produis pendant 2 heures avec mon idole. Écoutez, moi qui me suis jamais drogué de ma vie, je suis dans un état second pendant 2 heures. J'espère le refaire bientôt et que vous veniez le voir. Si vous avez jamais vu un homme heureux sur scène, ce soir-là, vous le verrez. Ce sera vous. On a hâte et on espère pouvoir voir ça un jour. En tout cas, si vous voulez voir Graham Parker en concert cette année, il vous faudra aller outre-Atlantique car il est en ce moment même en tournée aux États-Unis. Et si vous voulez connaître la vie de l'artiste, je vous propose de vous jeter dans la lecture du livre Parkeroman, sorti en 2010, écrit par vous-même, Eric Nolot. Et pour les plus pressés d'entre vous, sachez que notre invité a également produit, je crois, un documentaire sur Graham Parker. Il s'agit de Don't Ask Me Questions. Absolument. Et à présent, j'ai une question pour vous, Eric Nolot. Je me concentre. Oui. En plus d'être votre idole absolue, vous l'avez dit, et la bande originale de votre vie, Graham Parker est aujourd'hui devenu un ami. Alors, comment êtes-vous parvenu à le rencontrer et en faire votre pote? Parce que je vous explique, moi je suis quand même très fan de Beyoncé et j'ai quand même besoin de quelques tuyaux pour qu'elle devienne un jour ma best friend. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Je ne sais pas si ça peut marcher pour vous parce que moi j'ai procédé de manière extrêmement simple. Ouais. Un jour, j'entends à la radio une cassette, enfin pas à la radio, une cassette qu'un ami qui a acheté ça à Hong Kong, il met ça au hasard et j'entends une chanson de Graham Parker. Je reconnais Graham Parker que je ne connais pas. Alors, à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, c'est impossible. C'est compliqué. C'est impossible. L'événement est impossible. Oui. Moi, je connais... Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? C'est impossible. Une chanson de Graham Parker, je connais pas, c'est un événement. Bon, quand même, j'écoute si je connais pas. Et donc, je me dis, je vais écrire à Graham Parker. Ah oui. Donc j'ai écrit au bon soin de sa maison de disques, je lui dis écoutez, je suis un grand fan, etc. J'ai écouté une chanson, je suis sûr que c'est vous, ça s'appelle When the Lights Go Down, c'est sur une cassette sans étiquette, comment se fait-il? Et un mois plus tard, dans ma boîte aux lettres, une réponse de Graham Parker. Incroyable. Une réponse manuscrite. Mais j'ai toujours ça dans mon coffre-fort. Je sors très rarement le document. Il m'explique, on m'avait demandé une chanson sur l'album de quelqu'un d'autre, 2 avaient accepté, c'était Peter Gabriel et moi, voilà, ravi de ton truc. Et bien, on a commencé à correspondre.
Je suis allé le voir aux États-Unis. Je traversais parfois, je faisais l'aller-retour en 2 jours aux États-Unis. Vous êtes allé spécialement le voir? Oui, je l'ai fait 40 fois, ça. Hein. D'accord. J'ai fait 40 allers-retours pour aller le voir. Puis un jour, en parlant comme ça, je lui dis, écoute, j'ai une idée, qu'est-ce que tu dirais? On monterait tous les deux sur scène, je lis des extraits, et puis toi, tu joues les chansons dont il est question. Il a mis 2 secondes. Il m'a dit, ton truc, c'est quand même vachement bizarre, mais faisons-le. Et c'était parti. C'est incroyable. Et maintenant, il me dit, écoute, tout le reste, ça m'emmerde. Moi, le seul truc qui me va, c'est quand on monte sur scène à 2, parce que tu fais la moitié du boulot. Moi, je me repose pendant la moitié du concert, et c'est vachement bien. Et on s'éclate tous les deux formidablement. Alors, est-ce que ça peut marcher avec Beyoncé? Est-ce qu'on va voir sur scène avec Beyoncé? L'histoire n'est pas écrite, mais tentez. En tout cas, vous aimiez l'artiste, vous n'avez pas été déçu de l'homme. C'est un homme formidable, très drôle, avec cet humour anglais. Il vieillit bien. Vous savez, ça a été une immense star dans les années 70. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il le prend sans rancœur, sans aucune amertume. Enfin, c'est un modèle. Et vraiment, on parle comme 2 potes. Hein. Vraiment, c'est devenu un ami. Je connais ses gamins qui viennent chez moi. Chaque fois que je viens chez lui, on passe du temps comme 2 amis. Non, c'est une histoire unique. Voilà. Une jolie histoire, en tout cas. Mais je suis éperdument reconnaissant au sort et à l'inspiration qui m'a fait envoyer ce courrier. Tentez, cher ami, tentez. Magnifique. Après la musique que vous aimez, Éric Nolot, c'est à la littérature qui vous fait vibrer que l'on va forcément s'intéresser. Absolument, Cyrielle. C'est au livre Avec les Fées de Sylvain Tesson que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Un livre que vous nous avez confié, Éric Nolot, beaucoup aimé. Sylvain Tesson, c'est un écrivain de 51 ans, voyageur, chroniqueur et géographe. On lui doit notamment Une vie à coucher dehors, sorti en 2009, Dans les forêts de Sibérie, sorti en 2011, ou encore La Panthère des Neiges, sorti en 2019. Le dernier en date, sorti le 10 janvier 2024, c'est Avec les Fées. Alors dans ce livre, Sylvain Tesson nous emmène dans un voyage magique à travers les paysages sauvages et mystérieux de la France, à la rencontre des légendaires fées. En aventurier moderne qu'il est, l'auteur nous partage son exploration personnelle des régions françaises, des forêts profondes aux montagnes escarpées, à la recherche de ces créatures mythiques qui habitent depuis des siècles les contes et légendes. L'écriture de Sylvain Tesson est pleine de poésie et de lyrisme. Il a la particularité de réussir à capturer la beauté brute et la magie des lieux qu'il traverse. Son récit est à la fois introspectif et contemplatif. Il nous invite à réfléchir sur notre relation avec la nature et le monde qui nous entoure. C'est un livre qui explore également les différentes interprétations et significations des fées dans la culture populaire et la mythologie. Un ouvrage qui nous offre aussi un regard fascinant sur l'évolution de ces êtres fantastiques à travers les âges et les civilisations. Comme une méditation sur la beauté de la nature et sur notre rapport à celle-ci dans un monde moderne, souvent dominé par la technologie et l'urbanisation. Avec les fées, nous rappelle l'importance de préserver ces espaces sauvages et de renouer avec la magie qui les habite. Avec les fées de Sylvain Tesson, c'est 220 pages de récits captivants qui ravira les amoureux de la nature et les rêveurs en quête d'aventure. Et c'est aux éditions des Équateurs. À présent, j'ai encore une question pour vous, Éric Nolot. Pardonnez-moi le jeu de mots un peu facile, mais pourquoi avec les fées, vous faites tant d'effets? Ah, c'est bien. Mais vous en avez très bien parlé, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ajoute juste que Sylvain Tesson est le fils de Philippe Tesson, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler, un immense monsieur. Alors j'étais animateur, j'étais à votre place, il était chroniqueur. Là, c'est un peu compliqué à gérer parce que quand c'est un spécialiste de théâtre, parfois la manière dont il présentait la pièce lui prenait plus de temps que la pièce elle-même. Hein. C'était pas quelqu'un qui était très respectueux des temps de parole, mais c'était merveilleux. Donc déjà, j'ai une immense admiration à la fois pour le père, pour la sœur aussi, qui dirige le théâtre de poche Montparnasse. Tout à fait. Oui, Stéphanie. Stéphanie Tesson, je suis très ému par ce livre et par d'autres parce que la base quand même de l'écriture de Sylvain Tesson, plus que de l'écriture de la philosophie, c'est le réenchantement du monde. C'est quelqu'un qui réenchante le monde à chaque pas. Et là, il suit les traces du celtisme à travers l'Europe. Et c'est quelqu'un qui fait ça vraiment en n'hésitant pas à coucher à la dure. Il va dans des coins complètement paumés, il dort à la belle étoile, parfois sans tente. Moi, j'aime bien dormir dans mon lit, donc je suis assez admiratif aussi de ce côté sauvage. Et c'est quelqu'un qui pousse jusqu'au bout son goût de la liberté. Et c'est un admirable styliste également, ça me plaît beaucoup. Et puis, il y a une dernière chose beaucoup plus récente. Il était pressenti pour être le parrain du Printemps des Poètes. Il y a eu une coalition de médiocres contre lui qui ont dit que c'était un type d'extrême droite, ce qui est totalement faux, et qu'il fallait donc le déchoir de son titre de parrain des poètes. Et quiconque se retrouve avec une meute de connards aux trousses a le droit à ma sympathie immédiate. Et là, il l'avait déjà, et donc ma sympathie n'a fait qu'accroître. Donc on s'est battu contre cette bande de médiocres parce que les médiocres, il leur suffit pas d'être médiocres. Il faut qu'ils abattent la grandeur. Il faut qu'ils abattent le style. Bah, évidemment. Ils veulent que tout le monde soit au même niveau de médiocrité qu'eux. Donc ils essayent, dès qu'il y a une tête qui dépasse, de la couper. Vieux fantasme révolutionnaire qui nous rapproche de Jean-Luc Mélenchon et dans ce qu'on disait. Donc écoutez, s'il y a un auteur contemporain à lire en ce moment, en commençant par ça, très bien.
Mais les autres que vous avez cités sont vraiment magnifiques également. C'est bien Sylvain Tesson. Ce sera Sylvain Tesson. On n'a pas le temps d'évoquer le cinéma, mais en tout cas, on sait que dans votre bibliothèque écran géant, eh bien, il y a un film qui s'appelle La Salle des profs, sorti en 2023. Oui. On en parlera peut-être dans une autre émission. Merci beaucoup, Alban Bartoli. On dit rendez-vous demain, mais on le dira tout à l'heure sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le journal de l'info. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Il est 16h, passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 186e jour de guerre contre le Hamas, Tsahal a éliminé plusieurs terroristes dans la bande de Gaza. Un drone a notamment visé un terroriste qui avait participé au massacre du 7 octobre dans le sud du territoire à Khan Younes. Hatem Al-Rameri, chef du bureau d'urgence du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Son élimination intervient après les multiples tirs de missiles opérés depuis Gaza vers la localité frontalière de Reim, dans le sud d'Israël. En réponse, les avions de combat de Tsahal ont ciblé la source des tirs. Sur le front nord, les alertes à la roquette ont retenti ce matin dans les localités proches de la frontière libanaise. 5 roquettes tirées depuis le Liban ont explosé dans des zones ouvertes de Galilée occidentale. Aucun blessé ni dommage n'a été signalé. Dans ce contexte, Tsahal a annoncé avoir achevé des exercices à la frontière. Tsahal qui renforce ses préparatifs en vue d'une guerre contre le Hezbollah. Le gouvernement israélien discutera ce soir de l'accord pour la libération des otages, une réunion organisée dans un contexte de réduction des troupes à Gaza et des rapports sur les progrès dans les pourparlers avec le Hamas pour un cessez-le-feu dans les combats. L'exécutif se réunit sous la pression des ministres d'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir qui exigent d'être informés des décisions liées à la guerre. En tout cas, le Premier ministre israélien promet de garder le cap quant à la politique israélienne vis-à-vis du Hamas. J'ai reçu un rapport détaillé sur les pourparlers du Caire. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète contre le Hamas. Cette victoire nécessite l'entrée à Rafah et l'élimination des bataillons terroristes. Cela arrivera. Il y a une date. Binyamin Netanyahou hier depuis son bureau à Jérusalem. Le ministre français des Affaires étrangères envisage des sanctions contre Israël pour contraindre le pays à augmenter son aide à Gaza, mais aussi pour contraindre le gouvernement israélien à ouvrir davantage de points de passage pour favoriser l'entrée de cette aide dans le territoire palestinien. On l'écoute. Nous revendiquons et nous demandons encore l'ouverture dans le nord et dans le sud, à Rafah et dans le nord, notamment de Gaza, l'ouverture de points de passage pour que 300 camions minimum puissent passer. Il faudra des leviers. Ces leviers d'influence, ils sont multiples, ils passent par au maximum des sanctions. La France a été le premier pays à proposer au niveau européen des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie. On continuera s'il le faut pour pouvoir obtenir l'ouverture humanitaire et la contrepartie aussi du Hamas, qu'il ne faut pas oublier. 3 de nos compatriotes sont toujours otages à Gaza et cette libération est sans condition. Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné au micro de France 24. En France, le ministère de l'Intérieur précise les contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Dans une interview accordée aux Parisiens, Gérald Darmanin a fait le point sur le dispositif sécuritaire des Jeux. Toute une zone autour de la Seine sera fermée à la circulation une semaine avant le 26 juillet, date du grand défilé de bateaux. Puis le jour même, à partir de 13h, plus personne ne passera sauf les urgences, a précisé le ministre. Sur le périmètre, une quinzaine de stations de métro seront également fermées, tout comme l'espace aérien de 19h à minuit. Gérald Darmanin qui a par ailleurs annoncé cet après-midi un renforcement des moyens de sécurité pour le match PSG-Barcelone qui se jouera demain soir au Parc des Princes. Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le préfet de police avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif.
le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Enfin, le mois de mars a été le 10e mois consécutif à battre un record mondial de chaleur. Avec un nouveau record de température le mois dernier, les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Poursuivant une série ininterrompue de 10 records mensuels, mars 2024 constitue donc un nouveau signal après une année où le réchauffement climatique accentué par le phénomène El Niño a multiplié les catastrophes naturelles, et ce, alors que l'humanité n'a pas encore diminué ses émissions des gaz à effet de serre. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Éric Nolot et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. 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 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Éric Nolot, pour son essai La République. C'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher, que Radio J vous offre. Pour le gagner, c'est très simple, téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Le premier arrivé sera le premier servi. Je répète, le numéro de téléphone 01 77 62 72 89. Votre nom, votre adresse et numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. Dans cette émission, Éric Nolot, il y a une séquence que nous aimons particulièrement qui s'appelle l'introspection. D'accord. Et alors je vais démarrer avec une phrase que vous risquez de beaucoup aimer, qui vient d'Oscar Wilde et qui dit ceci. Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Sans doute la connaissez-vous, en tout cas nous allons tenter de faire cela maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Parfait. La première est celle-ci, Éric Nolot. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ? Puis le tout début, je me ferais recoller les oreilles. Un conseil que vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Lis, point d'exclamation. Et lis, 2 points d'exclamation. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ? Maintenant, je dirais. Pourquoi ? Parce que je me sens plus libre que jamais. Il n'y a pas les avantages de la jeunesse, mais je trouve qu'il y a une liberté que j'ai fini par trouver. C'est bien la liberté, je crois qu'il n'y a même rien au-dessus, à vrai dire. Y a-t-il une chose de prime abord très compliquée, mais que vous avez résolue ? Non, il y a une chose très compliquée que je n'ai jamais résolue, c'est le rapport à la mort. Je crois que ça reste irrésolu pour beaucoup de gens, à part ceux qui croient à la vie après la mort, sinon les autres doivent s'affronter ce mystère qui consiste à venir d'un néant et à retourner dans un autre néant. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Éric Nolot, mais que vous ne faites pas ? Mais j'aimerais ne rien faire. J'aimerais ne rien faire, c'est-à-dire ne plus faire que ce que j'aime. En réalité, moi, je me pose toujours une question. D'ailleurs, c'est peut-être un exercice philosophique à conseiller à tous. À la fin de la journée, vous vous demandez ce qui vous a rendu vraiment heureux. Et en fait, moi, ce qui me rend purement heureux, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. La lecture dans un fauteuil, les chats sur les genoux, une tasse de café à la main. Tout le reste, non pas que ça me rende malheureux, mais ça ne me rend pas heureux. Donc, j'aimerais... le temps passe, et j'aimerais accéder au bonheur pur. Voilà, pour l'instant, mon bonheur est impur. Une chose réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Cette année ? 2023 à nos jours, dirons-nous. Non, il n'y a pas vraiment de réalisation. D'ailleurs, je ne crois pas tellement à la réalisation. Vous savez, quelque chose qui tout d'un coup change votre vie. Je pense que plutôt c'est un processus. Il y a un processus de se réaliser soi-même, d'approfondir certaines choses qui ne passe pas par une révélation ou un soudain changement d'état, mais plutôt un processus continu. Si je vous parle d'amour, comment cela résonne en vous ? Ça fait partie de
ça fait partie de l'enchantement et du réenchantement du monde. On voit pas le monde de la même manière selon qu'on soit amoureux ou pas. Donc je pense que les gens qui vivent sans amour vivent dans un monde parallèle et amoindri. Si vous pouviez changer une chose, une seule, Éric Nolot, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, que choisissez-vous? J'ai déjà répondu sur mon corps dans votre... Ce sera ça? Ça peut dans être votre ça. première question. Ok. Mais c'était une boutade parce qu'on finit par s'habituer à son physique. Après, peut-être que dans mon caractère, peut-être que je prends les choses peut-être trop à cœur. Voilà, parfois. Peut-être qu'un peu de bouddhisme me ferait Vous du ferez bien. du bien. Ok, vous choisissez le bouddhisme, on l'entend. Si vous étiez président, même si visiblement ça n'arrivera jamais, Non. mais il ne faut jamais dire jamais, vous savez, Éric Nolot, Pareil. quelle serait la première mesure que vous prendriez? De reprendre en main l'école. Comme je vous l'ai dit, c'est mon leitmotiv. Je mettrai tout le paquet sur l'école, le reste suivra. L'intendance suivra, comme disait le général de Gaulle. Mais l'école, il faut la reprendre maintenant, il est minuit moins 1. J'espère qu'il n'est pas minuit 1. Je veux croire qu'il est minuit moins 1. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Que j'ai essayé de dire honnêtement ce que je pensais et de mettre mes actes en accord avec mes pensées. Merci Éric Nolot. Tout de Merci suite, à on vous. découvre un coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Rémi Guirao. Si c'est Bonjour. comme ça que ça se prononce, C'est ça, Guirao. Guirao, c'est ça, Guirao. Guirao. Allez, parfait. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et réalisateur. On découvre en exclusivité une version d'un titre que vous avez sorti il y a un petit moment, une version alternative de votre single Nous irons tous les deux, issu de votre premier album Je serai là. Et on revient sur Radio J. Bouche à bouche pour que nos lèvres se touchent encore un peu à peine et lentement reviennent à elles-mêmes. Oh, oh, oh. Nous irons tous les deux là où le temps ne s'enfuit pas. On gardera ce qu'on voudra. Là où le temps ne s'enfuit pas, nous irons tous les deux là, tous les deux là, nous irons tous les deux là, tous les deux là. On court après nous-mêmes, on se souvient d'amour, on en parle à peine. Encore un rendez-vous, rendez-vous le temps de partir tous les deux, en avion, en navire, où tu veux, si tu veux. Nous irons tous les deux là, où le temps ne s'enfuit pas, on gardera ce qu'on voudra, là où le temps ne s'enfuit pas. Nous irons tous les deux là, tous les deux là. Nous irons tous les deux là, tous les deux là. Rémi Guirao avec ce titre Nous irons tous les deux, une version alternative d'un single sorti il y a quelques temps maintenant qui était Nous irons tous les deux également. On va écouter la version originale pendant que nous sommes en train de parler. Vous venez de sortir votre premier album, 11 titres, Je serai là. Qu'est-ce qu'il y a de vous sur ce premier opus, Rémi? Il y a, je pense, beaucoup de sincérité, évidemment. Je pense comme plein d'artistes. Beaucoup d'amour et d'envie de voyage. Je pense parce que on est beaucoup dans le carcan du quotidien. On évite de se confronter des fois aux choses réelles, évidentes, qui sont l'amour, le plaisir et l'entourage. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans cet album.
Donc l'amour, les voyages, l'envie en tout cas d'aller loin, j'ai envie de dire, et peut-être main dans la main avec un bouquin pour faire plaisir à notre invité aujourd'hui, Éric Nolot. Alors pour parler de vous, Rémi Guiraud, vous avez sorti pour la première fois en 2022 ce single que nous sommes en train d'écouter, mais juste avant, vous aviez un groupe de rock. Oui, tout à fait, que j'ai toujours d'ailleurs, Donc vous continuez en parallèle, en solo et en groupe. C'est ça, tout à fait, parce que c'est vraiment deux manières de travailler différentes. Et en plus avec le groupe, je chante en anglais dedans, on est vraiment sur du rock, donc il y a un côté organique qui me plaît beaucoup. Arabella. Voilà, c'est ça, Arabella. Et le travail de création est différent, du coup c'est plaisant d'avoir ce parallèle-là en fait sur la création. Ce single que nous sommes en train d'écouter, il a reçu un très bel accueil en radio. On sait que c'est pas toujours facile pour les artistes de pouvoir rentrer en radio. Quel est votre secret pour ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un secret d'abord? Alors, je n'ai aucune recette, si ce n'est travailler avec beaucoup de passion et d'amour et de plaisir avec des belles équipes et des belles personnes et travailler dur. Quelles sont vos influences aujourd'hui pour la chanson française, dirons-nous? Je suis bercé par des grands classiques. J'adore Francis Cabrel. Mais si on va chercher, on va dire, j'adore Étienne Dao, Francis Cabrel, Mathieu Chédid. Mais si on va chercher du plus actuel, j'aime beaucoup Clara Luciani. Sinon, c'est assez ouvert dans la variété, la chanson française. J'aime ce côté grande variété. On va écouter l'écho d'un silence sur l'antenne de Radio J. On attendait qu'il soit un peu trop tard, je crois, dans l'écho d'un silence. On était proche, tu vois, d'une idylle qui parfois touchait l'évidence. Dans l'incendie, je vois, trop tard encore une fois, ce feu qui nous devance. Et si l'on s'aperçoit dans les flammes aux abois d'un son comme une relance, et j'entends déjà résonner ta voix dans l'écho d'un silence, reste un écho de toi. Et j'entends déjà résonner ta voix dans l'écho d'un silence, reste un écho de toi. On croit ce que l'on voit, on croit en qui, à quoi, dans l'écho d'un silence. Voilà, on ressent cette inspiration Souchon, Étienne Dao, encore Gaëtan Roussel dans cet univers très pop-rock que l'on découvre aujourd'hui avec vous sur cet album Je serai là. D'ailleurs, il y a un titre Je serai là qui a été diffusé aussi pas mal en radio. On va écouter pendant que nous sommes en train de parler Rémi Guiraud, le titre Rose également sur l'antenne de Radio J. L'occasion également de dire que vous n'avez pas du tout la trentaine encore et aujourd'hui vous débarquez dans plusieurs playlists de radio un petit peu partout, notamment en région, mais aussi j'imagine sur les playlists streaming que l'on peut retrouver sur nos téléphones. Est-ce qu'il y a des actualités à donner, notamment des concerts, parce que du coup on a très envie de venir vous voir? Bien sûr, oui. Déjà, premièrement, en fait, je viens de Grenoble. Du coup, c'est un plaisir de faire cette sortie d'album le 18 avril dans une belle salle grenobloise. Et il y aura aussi, qui s'intitule la salle L'Empérage. L'Empérage, 300 places à peu près. C'est ça, voilà. Et il y aura une date sur la rentrée septembre 2024 à Paris qu'on est en train d'organiser avec toute mon équipe aussi. Et je tiens à dire qu'on a écouté un titre en exclusivité Radio J quand même qui sortira le 19 avril, qui est donc Nous irons tous les deux voilà, sur cette version plus alternative. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rémi Guiraud, et s'il y a un coup de pouce à donner? Eh bien déjà la démarche est géniale et c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et me souhaiter du bonheur, de la réussite. De la réussite, c'est un bien grand mot, ça veut un peu tout et rien dire, mais déjà du bonheur et puis continuer à en vivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ça vous permet, votre carrière musicale vous permet d'en vivre justement, ou il y a quand même un métier à côté? Bien sûr, ça fait partie intégrante de mon métier parce que je fais de la musique pour d'autres aussi. Mais ça contribue, ma
carrière entre guillemets contribue évidemment à gagner ma vie, bien sûr. Mais ça, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes en indépendant ou vous êtes produit? Et ça peut donner une petite idée si quelqu'un nous écoute pour un coup de pouce. Oui, je suis accompagné par un éditeur qui est de fait mon producteur, mais nous sommes évidemment continuellement à la recherche de partenaires, ça c'est évident. Musicien également? Oui. Voilà, c'est lancé. Guitariste, c'est ça. C'est lancé. Merci beaucoup Rémi Merci. Guirao d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Pour vous retrouver, il faut venir sur Instagram, Guirao, Guirao, Rémi, avec un I, et sur Facebook également, Guirao Rémi. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On écoute la fin de ce titre et ce sera le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Vous l'avez compris, Éric Nolot, et à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer tout ce qu'on s'est dit. Et oui, parce qu'il fallait qu'il y ait une utilité. Et donc, on va débriefer votre portrait dans le regard de Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Nolot, bonjour aux auditeurs. Effectivement, je vous ai observé et écouté attentivement. J'ai pu noter quelque chose et je vais vous faire un rapide reflet, voilà, une synthèse de ce qui s'est pour moi détaché. Voilà, de ce que vous avez bien voulu montrer de vous ici aujourd'hui, uniquement à partir de ce que vous nous avez partagé. Alors évidemment, j'ai tout de suite observé votre posture, voilà, comme en ce moment même, les bras croisés, mais toujours très au devant de la table, jamais en train de s'appuyer sur le dossier, donc comme pour témoigner peut-être d'une hyper-vigilance, ou en tout cas d'une attention très présente, et je dirais très, très sensible aux questions, et avec un talent oratoire qu'on vous connaît bien, mais vraiment une élocution assez claire, comme un besoin d'être très bien compris, entendu. On sent que vous maîtrisez les médias de la radio, bien sûr, donc vous êtes un peu ici chez vous. Il y a voilà, ce n'est pas la première fois que l'on vous reçoit. Il y a évidemment ce mot qui est l'unique mot qui suffira à vous décrire aujourd'hui, non pas vous définir quand même, parce qu'on a vu d'autres choses. C'était le mot lecteur. C'est vrai qu'on vous a beaucoup retrouvé dans ces pages sacrées, vous nous le dites, qui sont porteuses de passion et d'enrichissement. On sent bien que vous vous êtes construit au travers de tout ça. Évidemment, vous nous décrivez au tout début une enfance dans un climat de famille, dirais-je, voilà, classique, comme pour reprendre votre mot. Une classe moyenne, ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu des parents présents et qui vous ont transmis à leur image certaines passions. Peut-être que maman, en tant que professeur, a pu aussi vous donner le goût de ce calme, de cette solitude. Vous nous le disiez un petit peu plus tôt, il y a vraiment ces mots silence, concentration et solitude qui ont peut-être été déjà cultivés lors du tout petit et qui, voilà, vous permettent d'aller faire le calme aussi à l'intérieur, même s'il pouvait y avoir dans la maison de l'agitation à l'extérieur, peut-être même dans le quartier. Et on sent que ce tempérament à l'époque aussi peut se trouver parce que vous êtes dans un cadre où les écrans, les jeux vidéo n'existent pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc évidemment, vous avez trouvé refuge et je pense beaucoup d'imaginaire qui a été pratiqué. Donc vous avez un palmarès professionnel tout à fait impressionnant et très multicasquette, multitalent. Vous vous êtes essayé à beaucoup de postures et j'ai la sensation que vous êtes à l'aise avec chacun, mais qu'elles viennent dans un ordre où il y a une logique, il y a des fils qui se tissent et comme vous le partagiez tout à l'heure, vous ne croyez pas à la réalisation, c'est un processus continu. En psychothérapie, en psychanalyse, on appelle ça le processus d'individuation.
C'est des choses qui arrivent pour faire que l'individu, au sens de l'indivisibilité, soit vraiment dans l'unité totale. Et j'ai la sensation que vos différents métiers vous ont donné cette participation à la construction de votre être, non seulement de l'homme professionnel, de l'artiste, de l'auteur, de l'essayiste, mais aussi de l'homme que vous êtes. J'ai senti qu'il y avait un fil rouge, peut-être même une passerelle entre les deux mondes qui pouvait peut-être nourrir l'un et servir l'autre. Lequel ? À vous de nous le dire. Mais j'ai senti ça. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, évidemment votre admiration et votre amour pour les grands auteurs cités plus tôt. Vous vous appliquez, vous nous le dites, à révéler ce qui est caché. Vous n'êtes non pas un éducateur comme l'a suggéré Cyrielle, mais un éclaireur. Je me suis demandé s'il y avait cette clairvoyance aussi avec vous-même en tant qu'homme, si vous aviez fait ce chemin-là vers vous-même. Je crois qu'on reste en grande partie une énigme à soi-même. C'est pas seulement les autres l'énigme, mais c'est soi-même. L'énigme, c'est assez troublant d'ailleurs. Et moi, j'ai pas théorisé ça, c'est-à-dire j'ai jamais fait de psychanalyse, je suis pas tellement versé dans l'introspection. Je pense que c'est les actes qui finissent par vous définir. Donc, je suis plutôt sur cette voie-là. Après, à propos de ce que vous avez dit, ça m'a rappelé d'autres choses que j'ai oublié de mentionner, l'importance de mes grands-parents maternels, parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire avant l'école. Ah, tout à fait. Comme quoi, c'était possible. Et j'étais pas un enfant surdoué, croyez-moi, mais à 4 ans et demi, je savais lire, écrire, compter, donc c'est possible. Ouais, quand on nous explique aujourd'hui que c'est une tannée et que vraiment c'est très difficile, un enfant moyennement doué comme moi y arrivait parfaitement. Et puis mon grand-père, qui était un lettré, qui passait beaucoup de temps à lire, qui avait failli entrer dans les ordres d'ailleurs, était un homme de peu de mots. Et ça m'a beaucoup, cette intériorité m'a aussi beaucoup marqué. Mes grands-parents ont une importance presque aussi grande que mes parents, parce que je les ai beaucoup fréquentés. Voilà. Donc, et notamment la lignée maternelle. Ouais. Voilà, on est héritier de son enfance, des données immédiates de son existence. Et oui, on se construit dans son jus, bien sûr. Alors, après, j'ai du mal avec l'introspection, je dirais, parce que c'est pas quelque chose qui m'est naturel, parce que je suis beaucoup plus porté à entrer en communication justement avec des auteurs via les livres. C'est ça j'entre et quand vous lisez, ce que vous éprouvez, ce que vous pensez en lisant, vous en apprend beaucoup sur vous-même. C'est ça, c'est les questions et les réponses au travers du récit. Absolument. Qui est un support finalement, bien sûr, de projection, donc c'est pas d'identification. Mais c'est des bribes, c'est-à-dire que chaque livre vous apporte une bribe et moi je n'en fais pas un tout. Voilà, c'est peut-être qu'on devrait tous, en tout cas moi, s'appliquer à peut-être s'auto-définir de manière un peu plus précise. Peut-être rester avec des questions. C'est pas ma pente naturelle, voilà. Ouais, mais vous avez fait ce chemin-là, on le sent bien, notamment votre goût pour le bouddhisme et notamment j'entends le sous-titre du détachement, le fameux détachement, le fameux lâcher prise. Le détachement, malheureusement, c'est ambivalent parce que le but suprême du bouddhisme, c'est l'ataraxie. C'est-à-dire ne plus éprouver rien du tout. Alors évidemment, on ne souffrait plus, mais il n'y a pas d'émotion positive. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Donc le bouddhisme en tant que tel, comme aboutissement, c'est pas mais si j'étais un peu plus bouddhiste dans ma vie, je pense que oui, on peut saupoudrer un peu de bouddhisme comme ça avec parcimonie. Et je sens qu'il peut y avoir, comme vous le disiez, un attachement à la souffrance, mais un attachement au plaisir également, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce mot-là, plaisir, passion, de la littérature, curiosité bien sûr, ça tient une grande place en effet. La transmission, l'éducation également ont tenu un grand espace ici aujourd'hui, la politique. Donc votre tempérament ici a pu être révélé, celui d'un homme engagé, résistant, voilà, qui est défenseur de la langue française et de l'art d'apprendre. Je vous dirais merci aujourd'hui. La petite synthèse que je peux apporter, c'est que vous êtes ici en face de moi un éclaireur affamé de savoir, qui apporte l'espoir et qui invite à goûter au plaisir du sacré de la lecture. Ça me va très bien. Merci beaucoup. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Daudrier, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et on finit avec la personne que vous aimez le plus, je crois, Parker Graham. Merci beaucoup, Éric Nolot, d'être venu nous voir. Merci à vous pour votre invitation. Et c'est La République, c'était lui, Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Rémi Guirao d'avoir été mon coup de cœur du jour. Très talentueux. Voilà, vous avez pour parlé de cet variété, album, mais je je trouve que serai c'est là. une sorte de pop rock plutôt qui est tout à fait. Pop Vous avez rock. digéré ces influences magnifiquement. Et ben voilà, l'album sera partagé en coulisses. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Alan Lucas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Alban Bartoli qui est en face de moi pour mon plus grand plaisir pour son nouvel EP. Et oui, un album, La Pause. À demain, cher Alban. À demain à toutes et à tous sur l'antenne de Radio J. Portez-vous bien. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi.